Bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours avec 4 éditorialistes. Tout d'abord, Francis Laloupeau pour Africa numéro 1, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Nadir Djenad pour Beurre FM. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Et puis Éric Zemmour, journaliste et auteur, qu'on a plaisir à retrouver depuis 4 semaines maintenant. Merci. Hein. Bonjour. Et enfin, toutes ces excuses et toutes les nôtres, Dominique Volton ne sera pas des nôtres cette semaine pour des raisons d'ordre personnel. Et très gentiment, merci tout d'abord Wallace Cotra de François a décidé à l'improviste et il y a peu de temps de le remplacer. Merci Wallace. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, je vous rappelle notre adresse, si vous voulez nous écrire, nous faire vos remarques, ça doit s'afficher sur votre écran, hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Et alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, depuis 2 jours, on peut se demander si la révolution verte n'est pas en marche. À en entendre le tapage médiatique, oui. Pourtant, les mesures semblent un peu floues et certaines ne sont pas budgétées. Et puis surtout, peut-on parler de révolution environnementale dans les limites de l'Hexagone, alors Wallace Cotra? Oui, je pense qu'on peut dire 2 choses. D'abord, que c'est une vraie révolution, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, dans la préparation du Grenelle, ça a été jusqu'en Outre-mer. Je crois qu'il y a eu des répercussions un peu partout. C'est rare que ça va jusqu'au Outre-mer, cette mobilisation-là. Donc ça a été bien mené. Ensuite, la deuxième chose, je crois qu'il faut rappeler que nous, en France, on est 65 millions de personnes. Le monde, 7 milliards. Il y a 4 milliards d'Asiatiques, etc. Donc, ça veut dire que il faut au moins minimum relativiser voilà. les choses. Il y a une sorte de le syndrome du village gaulois, c'est bien, mais il faut voir que les Allemands, par exemple, ne serait-ce qu'en Europe, les Allemands se sont mobilisés avant nous déjà. Vous vous rappelez de Fischer, le fameux ministre des Affaires étrangères, qui a bougé, etc. Les Espagnols donc voilà, il faut relativiser. Le combat ne peut pas être que national. Alors, vous parliez de village gaulois, après Obélix, peut-être Astérix, Éric Zemmour, on vous écoute? Non, mais moi, alors là, je suis doublement d'accord, si j'ose dire. C'est-à-dire, que vont valoir nos efforts, même avec les Allemands, nos efforts valeureux, par rapport, si la Chine et l'Inde polluent, j'allais dire comme en 14 pour plaisanter, mais enfin comme dans les années 50, quoi, ou dans les années 60. Bon, premièrement. J'y vois d'ailleurs une habileté, vous allez me dire ce que vous en pensez, je pense que la taxe carbone et au-delà, toutes les taxes écologiques qu'on va inventer, parce que ça va quand même se réduire beaucoup à ça, vont permettre un protectionnisme intelligent. C'est-à-dire, on va leur dire, mais bien sûr, on achèterait bien vos produits, mais vous polluez trop et donc vous allez les vendre plus cher. On va vous mettre des taxes. Bon. Deuxièmement, et c'est pour ça que je dis, je suis doublement d'accord, parce que je pense qu'il faut jamais, et Volton serait là, il sauterait comme un cabri, il ne faut jamais, d'après moi, oublier le lien profond entre écologie, dégradation de la planète et démographie et explosion démographique. La marotte d'Éric Zemmour toutes les semaines. Mais c'est pas une marotte, c'est une obsession. Francis oui, Laloupeau. je suis d'accord. Éric Zemmour, Francis Laloupeau mais c'est pas... On en reparlera tout à l'heure, parce que je crois qu'on parlera de Darfour, et vous allez voir que tout ça a un lien, sans plaisanter et sans faire de... Non, mais... toujours, on va quand même, dans un premier temps... Je dis que le constat qu'il fait Éric Zemmour est juste. Simplement, ses conclusions sont douteuses parce qu'il installe, au fil des émissions, une sorte de syndrome de la démographie. C'est important. Laissons de côté la démographie pour l'instant. Sans parler de la démographie, Francis Laloupeau, quand même, quand on regarde, on parle de révolution, est-ce que vous pensez que Al Gore, lorsqu'il appelle de ses vœux un Grenelle mondial, pourra le voir de son vivant, si j'ose dire? Est-ce que c'est lucide? C'est non seulement lucide, mais c'est absolument nécessaire parce qu'aucun pays ne peut agir aujourd'hui de manière individuelle à l'exclusion des autres. Il faut forcément une solidarité mondiale en matière d'écologie parce que il s'agit essentiellement d'une chaîne humaine. Je veux dire par là que moi j'ai une méfiance quand même vis-à-vis de l'étatisation aussi de l'écologie, de l'étatisation du bien-être des gens. Je pense qu'il faut aussi, au-delà de ce Grenelle, faire confiance davantage aux associations, faire confiance aux individus, engager une pédagogie sociale qui puisse amener les gens à s'autonomiser de ce point de vue-là, à prendre des responsabilités de manière individuelle vis-à-vis d'un enjeu qui est un enjeu collectif, un enjeu mondial. Donc, une fois que l'État a tenu ses promesses, que l'État a pu organiser ce Grenelle de l'environnement, il faut souhaiter qu'au fil du temps, l'État se retire peu à peu et que, je veux dire, c'est de manière que dépérissement progressif de l'État. Ça me rappelle donné aux individus. Mais vous parlez tout à l'heure de la Chine. Moi, j'aimerais quand même souligner qu'il faut aussi avoir une pensée pour les pays du Sud.
Les pays du Sud qui sont les moins pollueurs et qui sont ceux qui subissent souvent la pollution. Je prends l'exemple des pays africains. Il n'y a pas très longtemps, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas très longtemps, la Chine. Il n'y a pas très longtemps, la Côte d'Ivoire a subi quand même un drame. Il y a quand même ces grands qui ne venaient pas de chez elle. Non, mais bien sûr. Et je tiens quand même, et ça c'est un des scandales quand même qu'on ne souligne pas assez depuis 20 ans ou 25 ans, ces pays prêtent leur sol de manière absolument clandestine et discrète pour recevoir et héberger des pays industrialisés. Donc, quand on parle de solidarité, il faut non seulement, au-delà des vœux pieux, il faut promouvoir cette solidarité, mais aussi dégager la responsabilité qui pollue, et il faut faire payer avant tout les pollueurs. Alors, ça nous amène d'ailleurs à la taxe, à la fameuse taxe. Alors, justement, je voulais poser la question à Nadir Djenad. Cette fameuse taxe carbone qui ressemble un peu à l'Arlésienne, chez Bizet, dont on parle, mais dont on a vu que M. Nicolas Sarkozy, très habilement, a reporté la responsabilité sur l'Union européenne, ce qui prouve bien d'ailleurs que les frontières françaises ont leurs limites. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Effectivement. Éric Zemmour. Non, un mot simplement. Il a un mot à dire. Non, mais il a dit aussi qu'il fallait à taux du coup, vous m'avez troublé. À taux de fiscalité constante, c'est tout. À taux de fiscalité constante. On va y revenir parce que ça devient compliqué. Non, mais effectivement, sur la taxe carbone, Nicolas Sarkozy s'est montré très prudent. Vous parlez de révolution verte. Moi, j'attends de voir parce que ce Grenelle de l'environnement est une première étape. Il faut attendre un projet de loi qui doit venir en janvier-février 2008. C'est vrai qu'il y a urgence. Tous les experts du GIEC le disent. Il y a un réchauffement climatique qui progresse de plus en plus. Al Gore a clôturé, donc c'est vrai, ce Grenelle de l'environnement en appelant un Grenelle mondial. Mais vous avez parlé de plusieurs pays, mais on n'a pas cité les États-Unis. Quand même, il faut rappeler que les États-Unis sont les premiers émetteurs des émissions de gaz à effet de serre. À eux seuls, donc, ils émettent 20% donc des émissions de gaz à effet de serre. Et de plus, il y a eu quand même une avancée lors à propos du protocole de Kyoto, donc ratifié à ce jour par 156 États. Les États-Unis ne l'ont toujours pas ratifié. Par contre, de nombreux États américains, comme la Californie, effectivement, appliquent plus ou moins les accords de Kyoto. Alors, Francis Laloupeau, je pense qu'il faut insister beaucoup ensuite Wallace Cotra. Sur la responsabilité individuelle et sur le rôle de l'État, parce qu'il y a quand même des pays exemplaires en Europe en matière d'écologie, en matière de vie écologique, de conscience écologique. Pensez aux pays du nord de l'Europe. Les pays du nord de l'Europe, la Hollande, le Danemark par exemple, où l'État est devenu de plus en plus promoteur, régulateur même, mais où c'est la population qui est l'acteur avant tout de sa vie quotidienne. Et ça fait 5 ans que ça fonctionne très bien. Et les enfants qui sont nés, la génération qui est née, je veux dire, en Hollande depuis 25 ans, cette génération-là est née avec une conscience absolument évidente, imprégnée de l'écologie. Il ne s'agit pas simplement... Si je vous comprends bien, une citoyenneté écologique. C'est ça, une citoyenneté environnementale. Je suis tout à fait d'accord avec ce terme. Alors, juste deux réflexions. Voilà, ça suffit, la citoyenneté. La première chose, avant de répondre à votre question, la première chose, je trouve que a été gérée intelligemment dans les débats la question du nucléaire. Et que ça n'a pas pollué, ça n'a pas bloqué les choses. Il va y avoir d'autres débats autour du nucléaire, mais je pense que c'était bien parce que ça touche à aux orientations stratégiques de la France. On a mis de côté un problème. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore clair. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est une réflexion plus générale, qui est l'idée même de progrès. L'idée même de progrès. C'est-à-dire que, finalement, nos civilisations, finalement, se sont construites autour de l'idée de progrès. Progrès technique. Depuis le 19e siècle, un progrès continu. Et là, on s'aperçoit, et je crois que c'est ce qui transpire de ces réflexions-là, que il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, mais comment le faire pour arrêter? Et en plus, c'est la contradiction du gouvernement. C'est que, par exemple, on dit, mais pour régler nos problèmes, nos déficits, etc., il faut un taux de croissance plus important. La Chine, énorme. C'est la commission Attali d'un côté. Donc finalement, comment on fait? Parce que finalement, on dit, mais allons-y au niveau de la croissance, et en même temps, on se dit, si on continue comme ça, le progrès est en train de nous tuer nous-mêmes. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Alors, vraie question. Si je peux me permettre, Éric Zemmour, très vite. Non, vraiment, c'est la contradiction majeure. Je pense que pendant la guerre de 14, on a compris que le progrès moral n'accompagnait pas le progrès technique. C'était déjà une première révolution. Et aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, on comprend que même le progrès technique peut nous mener à la catastrophe. Et on voit bien la contradiction effectivement entre la commission Attali qui dit il faut plus de croissance, plus de grandes surfaces, mais ça veut dire et plus de bagnoles. Le principe de précaution. Et non, mais surtout plus de grandes surfaces. C'est ça qui m'a le plus frappé, moi, parce que bon, les principes, d'accord, mais plus de grandes surfaces, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de bagnoles, plus de laideur autour des villes,
plus de sacs d'emballage, etc., etc. On peut faire et là il y a une contradiction terrible quand Sarkozy dit je vais aller chercher la croissance avec les dents et quand effectivement la croissance ça va nous amener plus de pollution, etc. Et là c'est ce que j'ai voulu dire pour l'Inde et la Chine. Ils peuvent nous dire, mais attendez, vous vous êtes enrichis en saccageant la planète et vous nous interdisez de le faire. Et maintenant qu'on commence à s'enrichir, vous dites... Voilà, exactement. Là, il y a des questions compliquées, là. Ouais. Nadir Djenad. Moi, je voulais réagir à ce que vous disiez par rapport au nucléaire, mais si la France est en retard par rapport à d'autres pays européens sur cette question de l'environnement, c'est justement par le choix du tout nucléaire qui a été adopté dans les années 70, parce que ce choix a entraîné plusieurs conséquences, dont deux, à mon sens. Tout d'abord, un retard dans ce qui concerne les économies d'énergie, mais surtout également ce que ça a entraîné aussi une conséquence grave, c'est-à-dire qu'on n'a pas donc produit d'énergie renouvelable. Donc c'est vrai que là, sur la question du nucléaire... Vous voulez dire que parce qu'on était en avance, on est finalement en retard. On est finalement en retard maintenant. Moi je trouve qu'on va pas mettre des éoliennes partout. Là, on est en retard par rapport à d'autres pays, c'est ce que je veux dire. Non mais franchement, ces éoliennes là, c'est ridicule. En parlant d'éoliennes, justement, Éric Zemmour me permet... Ben oui, mais alors très bien le tout nucléaire. Non mais je demande... Attendez, vous en parlerez peut-être un peu à la fin. Je veux dire, on est en avance. Regardez, Ouais. non, je dis ça en plaisantant, mais pas complètement, parce que regardez tous les autres pays maintenant vont nous acheter nos centrales nucléaires. C'est une de nos industries de pointe, hein, les Américains, les Chinois, et même les Allemands peut-être. Donc ça prouve qu'on a fait le bon choix. Moi je trouve. Renouveler des nouvelles énergies. C'est vrai, et en plus pour les économies d'énergie, là, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est vrai que du coup ça nous a rendu un peu paresseux. Alors, voilà ce que tu avais encore dire un mot. Oui, je voulais dire un mot pour jouer complètement le rôle de remplaçant de Voltan. Ah, une pensée émue pour Dominique Volton. On lui montrera l'émission. Pour dire que je pense quand même, on a parlé tout à l'heure de l'idéologie du progrès en fait, et que je pense qu'il faut y introduire aussi de la culture. Dans cette réflexion-là, qui est pas seulement des économies d'énergie, pas seulement... Je vais prendre le cas du Pacifique que je connais un petit peu, qui est de dire finalement c'est bien de sauver la planète et d'éviter que des îles s'engouffrent dans l'océan, c'est bien. Mais pourquoi et les peuples qui sont présents, dans quelles conditions ils vivent, qu'est-ce qu'on a fait de leur culture. Donc il faut, parallèlement à ce que l'on fait au niveau il faut aussi réfléchir sur la culture. Il faut réfléchir sur la culture les cultures, sur les langues, sur l'homme finalement. L'uniformisation contre la mondialisation. Exactement. Donc oui, il faut faire de pair, sinon on va refaire la même erreur qu'avant, où on dit progrès. Absolument. Et puis après, on va revenir. Là, on va dire économie, etc. Et puis finalement, on va changer les appartements, voilà. On va mettre des trains. On va mettre des doubles vitrages, mais on n'améliorera pas la vie de chaque être humain, quoi. Les gens vont se suicider plus, et puis il y aura, voilà. Je crois qu'il faut introduire aussi cette réflexion. Non, c'est important. Alors, Francis Taloupo, et puis on en finira sur ce sujet. Allez-y, c'est très important ce qu'il dit, Wallace, parce que c'est vrai que pour ce Grenelle de l'environnement, on a très peu entendu parler de culture, on a très peu entendu parler également d'une approche politique, même de l'écologie. C'était pas le but parce qu'il fallait aussi un compromis. Et puis, on aura peut-être l'occasion. Et je pense qu'une grande révolution à l'issue de ce Grenelle, c'est que pour la première fois, les écologistes qui étaient présents n'ont pas, cette fois-ci, posé la question du nucléaire comme étant un préalable absolument. C'est une grande révolution. Deuxième petite révolution quand même aussi, un élément important, c'est évidemment si je résume, tout le monde pense qu'il faut des OGM qui a été quand même aujourd'hui enfin pris en charge, et c'était, je pense, des mesures les plus importantes. De pesticides, c'est ça. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai compris des OGM d'un côté et la réduction des pesticides de l'autre. Oui, mais les OGM à usage commercial sont suspendus de la culture. Mais par contre, pour les pesticides, c'est une réduction progressive sur plusieurs années. C'est ce que je voulais dire. Donc, si je comprends bien, tout le monde a une certaine prudence. Et puis, attendons de voir comment ça va se passer à l'Assemblée nationale et le vote. Car on sait bien que parfois, il y a les grandes déclarations, les grands discours, puis après, c'est suivi des faits ou pas. Alors, on continue, on va un peu plus loin que le Grenelle de l'environnement. On se rend au Maroc. Il y a quelques jours, notre président de la République, Nicolas Sarkozy, est arrivé au Maroc avec 4 ministres et 70 patrons dans ses valises pour vendre des produits français. Ça, c'est pas vraiment la rupture. Ça se faisait déjà du temps d'un ancien président. En revanche, la rupture, c'est peut-être dans le discours, puisque dans le discours de Nicolas Sarkozy, il a évoqué pour la seconde fois la possibilité de voir le jour pour une union méditerranéenne. Alors, on a envie de se demander, Nadir Djenad, c'est nouveau l'union méditerranéenne ou finalement c'est un remake de nos Romains de l'Antiquité avec la Mare Nostrum? Non, ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça a été évoqué lors de la campagne électorale pour les présidentielles par Nicolas Sarkozy. C'est vrai que pour l'instant c'est un peu flou, mais selon Nicolas Sarkozy et ses conseillers, ce qui a été fait pour l'Union européenne doit
doit être fait pour l'Union de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sommets, il faut qu'il y ait des institutions. Par exemple, on parle de la création d'une banque méditerranéenne d'investissement sur le modèle de la Banque européenne d'investissement. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu flou. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un dialogue déjà euro-méditerranéen qui existe. Hein. Il y a le processus de Barcelone, hein, créé en 1995. Il y a le dialogue 5+5. C'est quoi le dialogue 5+5 En fait, ce sont les ministres des Affaires étrangères des pays maghrébins qui rencontrent une fois par an les ministres des 5 pays européens qui ont la frontière commune. Les pays du sud de l'Europe. Pour que les téléspectateurs comprennent bien. Pour parler essentiellement, bien entendu, de sécurité, mais aussi d'économie. Alors, quels sont les pays qui seraient présents donc pour cette future Union de la Méditerranée? Il y a bien sûr la France, il y a les pays d'Europe du Sud, Espagne, Grèce, Italie, et il y a les pays maghrébins entre autres, mais également aussi Nicolas Sarkozy a parlé de pays du Proche-Orient comme le Liban et Israël. Alors, voilà ce qu'Atra voulait dire un mot à ce sujet. Je voulais dire simplement, j'aimerais bien comprendre pourquoi ce dialogue de Barcelone, en fait. Oui, rappelons en quelques mots qu'il y a quelques années, l'Union européenne avait déjà initié une rencontre entre ces deux mondes à Barcelone. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, quoi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? En 1995. Il me semble que c'est parce que les stratégies sont trop différentes. C'est-à-dire les stratégies, chaque pays européen développe en fait une politique bilatérale et notamment autour de l'Algérie où il y a du pétrole et du gaz, chacun a une position un peu différente et que de l'autre côté les pays du Maghreb, puisque pour ne rester, ont aussi des stratégies différentes. Donc est-ce que une institution ou une structure va donner une cohérence à tout ça, ou est-ce qu'on va se retrouver dans les mêmes fondamentaux? Éric Zemmour, est-ce qu'on peut pas répondre à ça que avant l'Union européenne, l'Allemagne et la France, ça allait pas très bien ensemble, et qu'aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux? Moi, je pense pas une réponse valide. Je sais que c'est ce qu'a dit un peu Sarkozy. Moi, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. J'aimerais répondre à tout ce qui s'est dit là. C'était très intéressant. Pourquoi ça marche pas avec l'Europe? Parce que les pays du Nord s'en moquent et que c'est eux qui d'habitude payent. Et donc là, ils ne veulent pas payer. Première chose. Ça, c'est très important. Deuxièmement, est-ce que c'est une vieille idée? C'est une très vieille idée. Déjà, Michel Joubert, dans les années 70, ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou, l'avait émise. On peut remonter d'ailleurs plus loin avec Napoléon III, qui avait cette idée de grand royaume arabe. C'est en fait la grande idée, si vous voulez. La France est, depuis des siècles, à l'étroit dans ses frontières. Donc elle s'agrandit, et comme elle a échoué, première mondialisation, elle perd avec le Canada et l'Inde qu'on perd. Deuxième bataille qu'on perd avec 1815, c'est le grand empire français en Europe. C'est la fin de l'empire napoléonien. La troisième tentative, et c'est pour ça le traumatisme de l'Algérie, c'est que l'Algérie, au sens large bien sûr, parce qu'on prenait sur la Tunisie, sur le Maroc, c'était une conception large de l'Algérie, était ce qui donnait de la profondeur stratégique, une ligne de fuite, si stratégique à la France. À l'époque, on savait même pas qu'il y avait du pétrole et du gaz, c'était uniquement stratégique. Et on voit des grands textes à la fin du 19e siècle expliquer ça. Donc l'Algérie, c'est ça. Donc c'est une vieille idée. Donc l'Union méditerranéenne, c'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est-à-dire la tentative pour la France vous voyez, pas de s'agrandir parce que c'est idiot, mais de donner une perspective, d'avoir de la profondeur géostratégique. Cette idée modernisée, c'est pour deux choses. C'est essayer d'éviter de fixer les populations sur place pour qu'elles ne viennent pas. Et deux, comment les fixer? C'est-à-dire faire comme les Allemands ont fait dans les pays de l'Est, c'est-à-dire que l'Afrique du Nord devienne l'arrière pays industriel de la France, c'est-à-dire que comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie fabriquent pour l'Allemagne, et que toutes les pièces vous voyez dans sont assemblées, le Maghreb fabriqué pour la France. Je ne sais pas que je vois, c'est que c'est le projet qui est en arrière-plan, qui n'est pas dit, qui n'est pas avoué, mais c'est ça, et qui serait pas idiot. Je l'approuve ce projet, mais ça pose des problèmes énormes, c'est très compliqué à mettre en place, mais c'est ça le but. Ça implique une chose. On revient à nos amis chinois. Ça implique de fermer la porte aux Chinois, parce que l'accord des Européens, et là on retrouve les Européens du Nord qui s'en moquent, l'accord par exemple avec le textile, avec les Chinois, a ruiné les Tunisiens, les Marocains, qui nous faisaient... Parce qu'on a trouvé moins cher une main-d'œuvre chinoise que la main-d'œuvre du Maghreb qu'il y avait il y a encore 10 ou 15 ans. C'est une folie. Et c'est là la contradiction. Je finis uniquement là-dessus. C'est là parce qu'il y a d'autres contradictions. Israël, les pays arabes, etc. On va y revenir. La Turquie. On va y revenir. C'est là simplement la contradiction
entre l'Union méditerranéenne et l'Europe. Bon, alors, Francis Taloupo, on voit bien, d'après Éric Zemmour, les raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy veut faire une union méditerranéenne. Ce sont les arrière-pensées dont il a parlé. Voilà, sur les arrière-pensées. Et même l'arrière-plan géostratégique et historique, c'est pas... Reste quand même qu'on peut se poser une question. Est-ce que c'est bien réaliste quand on voit les différents pays qui pourraient constituer l'union méditerranéenne? La Libye, la Syrie et le Liban, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont à couteau tiré, Israël, dont on ne parlera même pas de ses rapports avec l'ensemble du Maghreb. Donc, est-ce que ça a un sens quelconque? Ça avait peut-être un sens il y a 40 ans. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens compte tenu des éléments que vous apportez. Il y a aujourd'hui des réalités géopolitiques, géostratégiques qui sont spécifiques, je veux dire, à l'époque actuelle. Et qui ne favorisent pas forcément une grande union. On a dit à l'union du monde arabe qui a un peu de mal à exister. Mais, bon, je veux dire que ça correspond peut-être aussi à, je dirais, un idiome culturel spécifique. Maintenant, étendre ça à l'Europe. Je me souviens qu'il y a quelques années, le Maroc faisait des pieds et des mains pour faire partie pour entrer dans l'Europe et faire partie de l'Union européenne. Ce qui a d'ailleurs, à l'époque, suscité quelques mois en Afrique, parce qu'on se demandait finalement si le Maroc se trouvait sur le continent africain ou allait de l'autre côté de la Méditerranée. Je crois qu'il y a toujours eu ce fantasme, effectivement, Eric a raison, ce fantasme de cette Méditerranée qui est toujours vécue comme une frontière liquide absolument insupportable. C'est l'Empire romain. Et qui empêche effectivement... remplaçant de l'Empire romain. C'est presque le fantasme du pont qu'on pourrait jeter sur la Méditerranée pour relier effectivement l'Algérie encore à la France. Mais l'union de la Méditerranée dont parle Nicolas Sarkozy pour l'instant reste très floue. Parce que bon, la seule définition qu'il en donne pour l'instant, c'est une union en fait dans laquelle on parlerait essentiellement d'environnement, de sécurité, de dialogue des cultures et de croissance économique. Bon, ça reste très vague. C'est déjà pas mal. Ça reste très vague. Oui, c'est pas ceci dit, ça. C'est un très beau sujet, mais enfin, je crois qu'il peut y avoir une alliance culturelle exaltée. Il peut y avoir effectivement une incantation politique, que c'est le cas aujourd'hui. Mais le fait de mettre en place une structure en tant que telle me semble aujourd'hui relever d'une chimère, d'autant que les enjeux européens aujourd'hui sont les enjeux essentiels, majeurs, prioritaires. Je ne vois pas aujourd'hui les pays européens se distraire par ailleurs pour aller mettre en place une structure qui serait un nouveau monstre. Une chimère, dit Francis Taloupo. Nadir Djenad. Non, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que c'est la vocation de l'Europe du Sud, donc de faire un partenariat privilégié quand même avec le Maghreb. Mais je suis pas trop d'accord, et la France en particulier. Mais je suis pas trop d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure l'affrontement entre Israël et le Maghreb, c'est faux, c'est vraiment faux. Il n'y a pas d'affrontement entre Israël et le Maghreb. Et d'ailleurs, plusieurs pays du Maghreb ont signé même des accords, donc ont ouvert leurs relations, en fait, ont eu des relations diplomatiques avec Israël. Je parle du Maroc, par exemple, en 1994, la Tunisie en 1996. C'est vrai qu'au moment de la seconde intifada, les tensions, bon, il y a eu des tensions entre Israël et ces pays. Donc le Maroc et la Tunisie ont fermé, donc ont rompu leurs relations, mais il n'y a pas eu d'affrontement. Et de plus, par exemple, dans cette future union de la Méditerranée, il y aura aussi l'Égypte. L'Égypte aussi qui a signé des accords de paix avec Israël. Donc pour vous, c'est pas une chimère, quoi. Non, c'est moins une chimère que pas une chimère. Alors, non, mais ce que tu as dit est intéressant. C'est que je crois qu'en fait, Jean-Marc voulait surtout signaler le manque d'homogénéité. C'est vrai que déjà, si on se limitait au Maghreb, je pense qu'il y a une spécificité libyenne, par exemple, même, je veux dire, entre la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, il y a des déterminations nationales très très fortes. Donc, je pense que c'est ça que je vous laisse peut-être un mot, ensuite j'ai une question à poser à Éric Zemmour. Juste un mot pour dire qu'on a l'impression que l'accueil n'est pas très chaleureux quand même. Dans les différents dans le bassin méditerranéen. Parce que ce n'est pas une priorité. Voilà. Donc première chose, on sent qu'il y a une sorte de point de vue un peu différent, enfin de sensibilité un peu différente entre l'Espagne et la France. Or, ça tient beaucoup à l'Espagne et la France. Première chose. Puis deuxièmement, je reviens à l'énergie. Et je crois que sur la politique sur les relations autour de la question de l'énergie, il y a de vraies différences entre les pays. Et donc ça va être difficile à ça va être difficile à passer au-dessus. Alors moi j'ai une question à poser à Éric Zemmour là. Nicolas Sarkozy a pris soin lorsqu'il a parlé d'Union méditerranéenne de ne pas aborder du tout la question de l'immigration. Pourtant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cela? Est-ce que ce projet d'Union méditerranéenne n'est-il pas finalement une façon d'essayer d'éviter une immigration que Nicolas Sarkozy et d'autres ne souhaitent pas? Mais évidemment, mais il n'y a pas de mal. Moi, je pense que c'est voulu. Je vous ai dit tout à l'heure comment on pouvait essayer de fixer ces populations, en essayant de donner du travail à toute cette jeunesse nombreuse.
Donc, il est tout à fait normal que Nicolas Sarkozy ait aussi ça en tête. C'est un des objectifs, et je trouve ça tout à fait légitime. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça fonctionne, mais avec en fait, le vrai but, parce que on a bien compris que un immigré clandestin est très difficile à expulser. On en expulse très peu. Donc, le but, vous n'allez pas souvent embrasser Charles de Gaulle, alors. Très peu. Proportionnellement, très peu. Par rapport à ceux arrêtés, par rapport à ceux qui sont là. Mais c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Non, mais c'est vrai. Statistiquement, on laisse finir rapidement, Éric. Donc le but, c'est que les pays eux-mêmes retiennent leur population. Parce que la vérité, c'est que les États en sous-main les encouragent à partir, bien souvent, et ne les reprennent pas. Donc le but, le Maroc le fait par exemple, c'est que ce soit les États eux-mêmes qui arrêtent leurs ressortissants. On comprend bien le processus. Francis Taloupeau, je sens bouillant là. Non, pas du tout. Chaud bouillant. Non, je voulais simplement dire que je ne pense pas qu'il y a une arrière-pensée concernant l'immigration quand Nicolas Sarkozy évoque l'union méditerranéenne. Il n'y a aucune. C'est non, je pense que ça se situe quand même au-delà de ça. Je pense que c'est bien au-delà de ça. Mais c'est un sujet fondamental, Francis. L'immigration n'est pas un sujet fondamental dans ce contexte-là. Je vous laisse un par un, si j'ose dire. C'est un sujet si peu fondamental, si je puis dire, qu'au fond, le voyage que vient de faire Nicolas Sarkozy au Maroc rappelle simplement les fondamentaux de la coopération entre deux pays. De quoi on a parlé pendant ce voyage? On a parlé de transport, on a parlé d'accords sur la justice, on a parlé des mines, on a parlé de la construction d'un TGV, on a parlé d'équipement, par exemple. C'est-à-dire du commerce. Ah oui. Et ce voyage nous rappelle. On a commencé par ça. Ce voyage nous rappelle tout simplement ce qui est le plus. Ce voyage nous rappelle ce qu'il y a de plus important dans les relations entre deux pays, entre la France et un autre pays, c'est-à-dire les fondamentaux politiques, diplomatiques et commerciaux. Et c'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, l'immigration peut être un dossier, un sous-dossier parmi, au-delà de ces fondamentaux-là. Mais je veux dire, le fait de mettre en avant systématiquement l'immigration comme étant un sujet majeur, un sujet essentiel, c'est un débat franco-français. Un sujet mondial. Les relations mondial. Non, mais c'est un sujet américain. J'aimerais bien que chacun parle à son tour, sinon personne ne s'entendra. Chaque pays, d'accord. C'est un sujet mondial. Les migrations aujourd'hui concerne des centaines de millions de gens, mais je ne peux pas laisser passer ça. On va vous donner la parole. C'est un des problèmes majeurs de l'humanité aujourd'hui. Mais bien sûr, majeur. Mais ça a toujours été le cas. Non, mais ça c'est un mélange. Ça, s'il vous plaît. Nadir Djenad veut dire un mot. Je veux pas laisser passer ça. Quand Eric parle de migration, en général, on voit effectivement l'immigration des pays du Sud, des pays du Sud vers le Nord. Je signale quand même qu'au fond, les plus fortes migrations se font du sud vers le sud. Mais c'est un problème qui se règle, qui se régule, mais c'est vieux comme le monde. Je veux dire, dans les relations de coopération internationale, les fondamentaux, c'est d'abord la diplomatie, le commerce et les questions politiques. On a bien compris. Mais attendez, vous allez voir que je ne coupe la parole à personne parce que on va passer tout de suite au sujet suivant. Et vous allez voir qu'on va être en plein dedans. Il n'y a pas longtemps, si vous étiez en Suisse, vous avez pu voir un drapeau suisse sur lequel un mouton blanc poussait un mouton noir. C'était clair, c'était le credo de Christophe Blocher, le dirigeant de l'UDC, l'Union du Centre mal nommé, un parti que beaucoup qualifient de populiste et qui vient de remporter 29% des suffrages en Suisse. Alors bon, vous voyez qu'on ne quitte pas le sujet que vous avez abordé. Éric Zemmour, un mot tout de suite sur ce qui vient de se passer en Suisse. Un tiers des électeurs. Ah oui. Si vous voulez, d'abord, je voudrais faire. Et là, excusez-moi, mais vous avez dit il y a quelques semaines que l'Union européenne avait imposé à propos de la Belgique. Là, la Suisse, c'est pas l'Union européenne. Hein. C'est l'Europe, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Évidemment, mais parce que, contrairement à ce que dit Francis, c'est un problème majeur, les mouvements de population, les migrations, qui posent partout des problèmes énormes, qui détruit les structures sociales. Mais non. Attendez, on va laisser finir Éric. Et par ailleurs, chacun aura le temps de s'exprimer. On sait bien que tout le monde a envie de réagir. Je voudrais faire le procès de ce mot populisme, parce que quand la gauche était la gauche, c'est-à-dire jadis, le mot de populisme était noble. C'était écouter le peuple. Aujourd'hui, écouter le peuple, c'est sale. C'est mal vu. Pourquoi vous dites ça? Si, parce que le mot populisme aujourd'hui est devenu péjoratif. Il y a 30 ans, avant 68, c'était... Alors je vais en employer un autre, xénophobe. Non, xénophobe, c'est pas la même chose. Mais vous voyez, vous avez dit populiste.
Parce qu'ils écoutent le peuple, ils font 30% Ce sont des choses des différentes. votes. Bien sûr que c'est différent. Non, Christophe Blocher, non. hein. S'il On vous va plaît. pas avoir un débat sémantique. Non, ce que je veux dire, Allez jusqu'au bout de votre pensée. c'est que dans tous les pays d'Europe, il va y avoir ainsi des mouvements qu'on les appelle comme on veut. Tout simplement parce que la conjonction de la mondialisation, du libre-échange, de l'immigration, de masse, c'est une grande migration, la spéculation immobilière dans les centres-villes qui chasse les classes moyennes, la prolétarisation des classes moyennes à cause de la mondialisation, tous ces mouvements-là, l'explosion de la délinquance. Il faut bien trouver un bouc émissaire. Non, pas du tout, c'est pas le bouc émissaire. Ah, c'est pas le bouc Mais émissaire. non. Vous savez, Chevènement raconte une très jolie histoire. Il dit, je faisais campagne pendant la présidentielle et à Belfort, là où il est, et je voyais un ouvrier de je sais plus quelle usine, etc. Et je lui expliquais que ce qui menaçait son cadre de vie, son emploi et son identité nationale, puisque c'était la polémique sur l'identité nationale, c'était de façon très importante les mouvements, la financiarisation de l'économie, le libre-échange, l'OMC, etc. Et il avait raison. Oui. C'est exactement Et alors ce que j'ai dit. Et l'ouvrier lui a répondu, vous avez tout à fait raison, mais les gens dont vous parlez, ils sont pas à côté de chez moi. Chacun voit ses propres midi problèmes. à sa porte et midi voit à son sa voisin. porte. Chacun, Mais c'est intéressant ce que vous Mais dites. oui, parce mais que c'est une- vous dites en même temps que Chevènement avait raison. Mais oui, et chacun il a voit à raison. côté. Mais Si c'est évidemment pas la qu'il a raison. définition du bouc émissaire. Mais c'est pas du ça. tout, ce n'est pas le bouc émissaire, c'est que c'est lié. Ce sont des Tout réflexes ça- ancestraux. Non, c'est comme le tout monde. ça, On va laisser tout ça finir est Éric lié. Zemmour, ensuite Ce que je veux Wallace dire, c'est que Satra, et la puis Francis suppression Salufo, il des a dit. frontières pour le commerce et pour les produits, c'est aussi accompagné de la suppression des frontières pour les hommes et que ça pose des problèmes majeurs parce que c'est concomitant, j'y reviens, cher Volton, de l'explosion démographique. Quand Francis me dit très pertinemment, et je finis là-dessus, il y a toujours eu des mouvements de population, il a 1000 fois raison. Évidemment, il y a toujours eu des migrations. Mais pas toujours 1000 dans ces fois raison. conditions-là. Mais surtout, pas surtout à cette échelle. C'est tout. Bon, alors, Wallace Satra. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe en Suisse. Pourquoi? Mais oui, Parce que, si un pays qui, a profité de la mondialisation, c'est la Suisse. Avec ses banques, notamment. Voilà, qui s'est enrichi avec la mondialisation. Et ce monsieur Blocher, est aussi un grand chef d'entreprise, donc Un milliardaire. qui milliardaire, qui commerce dans le monde entier, etc. Donc, tant qu'on fait la mondialisation de l'argent, ça pose pas de problème. Tant qu'on fait la mondialisation des marchandises, ça pose pas de problème. Quand le voisin commence à venir d'Asie ou d'Afrique, là, il y a une sorte de C'est pas aussi simple. Raidissement. C'est Voilà, pas voilà. aussi Alors, simple. Eric, non, vous laissez parler. première On va chose, laisser pardon. parler. La deuxième chose, c'est que je pense que il y a un raidissement. Donc. Voilà, sans caricaturer, il y a une deuxième chose, c'est que au moment de la mondialisation, et on l'a vu en France avec le référendum, c'est-à-dire qu'au moment où les frontières s'ouvrent, où le monde est à nos portes et où etc., il y a une vraie inquiétude des peuples sur ce qu'ils sont, leur identité, leur sur culture, leur le histoire, périmètre de ce le qu'ils sont, périmètre de etc., leur existence. voilà, etc. Et je crois que ça, il faut l'aborder de front. Et comment C'est des peurs que certains hommes politiques arrivent à exploiter alors, habilement exploitent les uns et les autres, gagner exploitent des élections, comme c'est le cas, en Suisse. Voilà. Avec Christophe Voilà. Blocher. Et donc, Voilà, je trouve que Philippe, ce qui se passe en Suisse là, plutôt que de le regarder comme ça de haut, je pense que c'est le signe de quelque chose de profond. Et qu'il faut aborder en regardant les choses en face et puis de manière globale quoi finalement, et que c'est pas il suffit pas de dire, on peut pas régler ce problème en disant c'est l'extrême droite qui prend la. Oui. Je crois que On ne peut pas seulement condamner, si tant est qu'il faille condamner, il faut comprendre, analyser et notamment en trouver. France. Alors, Nadir Djenad. Moi, je suis pas tout d'accord. Il faut condamner. Il faut bien entendu, condamner, donc ces leaders de partis politiques. Je suis désolé. Donc Christophe Blocher a mené une campagne agressive en faisant Démagogue. avec de la démagogie, de l'agressivité, Oui, on est en faisant d'accord là-dessus, on est faisant les étrangers, les responsables des maux de la Suisse. Mais il s'en prend pas seulement aux étrangers. Hein. C'est drôle. Il s'en prend aussi aux fonctionnaires européens. Il s'en prend donc aux étrangers. Donc il faut condamner, et c'est inquiétant quand même. Alors, Francis Laloupo, oui. Très vite. Vous savez, au fond, les causes ne produisent pas les mêmes effets selon les époques. Pendant les périodes fastes de prospérité, l'Europe était plutôt demandeuse de main-d'œuvre étrangère. C'est important, Eric. Il faut le signaler. Écoute, La cristallisation sur la question de l'immigration
se pose depuis que ces pays sont entrés dans une crise longue, difficile, et du fait qu'on a de plus en plus de mal à apporter des réponses aux crises sociales et économiques dans ces pays-là. Donc il est évident que, et ça c'est un phénomène qu'on voit sur la terre entière. Il y a des pays, partout, qui ont accueilli souvent une immigration très forte. Dès lors que ces pays étaient confrontés à des crises économiques, à des crises politiques, alors la première question qui se posait, c'était, on ferme d'abord les frontières, l'immigration devient un problème. Et c'est une constante, c'est une permanence dans l'histoire des nations. Ce n'est pas une nouveauté. Nous passons cette phase-là aujourd'hui. Dans quelques années, cela sera un vieux souvenir. Mais il ne faut pas considérer que ce soit aujourd'hui une crispation particulière, inédite. C'est inhérent simplement à la crise économique et sociale que traversent les pays européens. D'ailleurs, les pays qui accueillent, les pays qui dramatisent le moins la question de l'immigration, sont les pays qui aujourd'hui se portent le mieux économiquement en Europe. Je prends l'exemple de l'Espagne. Je prends l'Allemagne par exemple. Le discours sur l'immigration en Espagne par exemple n'est pas un discours criminalisant ou dramatisant la question de l'immigration. Bien sûr que l'Espagne fait sa police également. Bien sûr que l'Espagne a des lois de plus en plus rudes. Bien sûr que l'Espagne a une police qui est ferme sur la question de l'immigration. Mais il y a un discours officiel. J'entendais le Premier ministre espagnol dire à ses concitoyens il y a quelques mois, n'oubliez pas que nous aussi en certaines périodes de l'histoire, nous avons été amenés à partir de chez nous, à aller vers des terres étrangères, parce que chez nous, cela allait mal. Donc, il ne faut pas porter sur l'étranger un regard négatif, sachons simplement les accueillir et mieux les accueillir. Un phénomène transitoire ou un phénomène qui va durer, d'après vous, Éric Zemmour? Parce que c'est un peu la question que pose Francis Taloupo. Comment peut-on comparer l'Espagne à la France? Ça n'a rien à voir. L'Espagne vit... C'est un pays européen, non? Bien sûr. L'Espagne vit ce que nous avons fait il y a à peu près 40 ans. Mais vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Ah bon? Et pourquoi ils font ça? Pour simplement, ils accueillent les immigrés parce que leur croissance économique repose essentiellement sur l'immobilier, sur la construction de masse immobilière. Oui, notamment sur les côtes espagnoles. Exactement. Ce qui pose d'ailleurs un problème parce que ça bétonne toutes les côtes. Je ne vous le fais pas dire. Et que, pour faire pression sur les salaires des Espagnols, on fait venir des plus pauvres qu'eux. Oui, bien sûr. Ça, c'est le phénomène de l'immigration. Vous confirmez ce que je veux dire? Absolument. Attendez, j'ai pas fini. Maintenant, Francis dit, à chaque fois qu'il y a des crises, on se crispe. On ferme la porte. On ouvre la porte quand on a besoin de manœuvre, on la ferme quand on a besoin. Normalement, dans toute l'histoire, non seulement on ferme les portes, c'est ce qu'on a fait en 1974, mais normalement, on renvoie les immigrés qui n'ont plus de travail. C'est ce qu'on a fait dans les années 30, c'est ce qu'on a fait au 19e siècle, etc. Pour la première fois en 1975, on n'a pas renvoyé les immigrés qui n'avaient plus de travail, on a simplement dit on ne veut plus d'immigration de travail. Mais on a fait la loi sur le regroupement familial qui fait que, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Francis, nous vivons une période inédite parce que pour la première fois, en tout cas en Europe, nous vivons depuis 30 ans non pas sur une immigration de travail, mais sur une immigration de peuplement, mais oui, pas humanitaire, de peuplement, c'est-à-dire des femmes et des enfants, mais c'est la vérité. À 90%. On va pas faire Mais non, mais. On va repartir là-dessus. Mais non, mais on était en Suisse, hein. Mais la Suisse, c'est la même chose. La Suisse. Je crois pas qu'il y ait de regroupement familial. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Il n'est pas de l'importance de la France. Il n'est pas aussi important qu'en France. Je veux dire. Mais si c'est vrai, mais. Attendez, un par un. Éric Zemmour. Réduire l'immigration à la seule question, je veux dire. Francis, c'est les chiffres, Francis. On a 95% d'immigration de peuplement et 5% de travail. Vous savez, quand on entend les mots immigration de peuplement, c'est très connoté. Quoi, familial? Très péjoratif. Les immigrés qui font venir leur famille. Je crois qu'il n'y avait pas de sens péjoratif. En tout cas, je voudrais le faire préciser. Parce que disait Éric Zemmour. Je n'accuse pas Éric, je relève simplement le mot. Que les choses soient claires, quoi. Non, parce que nous sommes écoutés. Regardez. Oui, non, c'est pas du tout péjoratif. Ça veut dire qu'ils sont pas là au départ pour travailler. C'est des femmes et des enfants. Ce sont des gens qui travaillent en France, qui accueillent leurs familles. Mais ce qu'on ne dit pas dans ce débat, parce qu'on en a parlé déjà il y a quelques semaines autour de cette table, ce qu'on ne dit pas, c'est que depuis 1974, on ne note pas le nombre d'immigrés qui sont aussi repartis chez eux très volontairement. Moi, j'ai assisté, par exemple, juste un exemple, j'ai assisté à la fin des années 80, au moment de la chute du mur de Berlin, quand des pays africains, par exemple, ont quitté des années de régime de parti unique et de dictature, ont commencé à renouer avec la démocratie, ont commencé à renouer avec l'ouverture politique. J'ai vu des
dizaines de milliers d'Africains vivant en France rentrer dans leur pays. Et cela, on ne le note pas assez. Voilà. On a le sentiment, souvent, quand on écoute le discours de l'immigration, qu'il n'y a que des vagues successives. Il y a quelque chose qui Il y a même des chiffres très officiels. Pardonnez-moi, il y a même des chiffres très officiels. C'est 300 000 immigrés qui rentrent, 100 000 qui rentrent. Et il en reste 200 000 par an. 100 000 qui rentrent. 300 000 qui rentrent en France, officiellement. Et 100 000 qui rentrent chez eux. Et donc, il y a un solde migratoire de 200 000 qui était, au début des années 90, de 100 000. C'est-à-dire qu'on était à 200 et 100. On est passé à 300 000. Vous avez remarqué, Éric Zemmour, vous avez remarqué le glissement de la conversation. On part de la Suisse, et on arrive en France sans même que les Suisses. Voilà ce que tu veux dire à moi à ce sujet. Je veux dire un mot logique. Je veux dire un mot là-dessus parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est finalement ce que vous observez, c'est-à-dire qu'on est passé de la Suisse à la France. Sans même s'en rendre compte. Quelle est la préoccupation? D'une part, le fait que les flux migratoires, et que bon, il y a ça évolue, il y a eu la mondialisation, donc il y a des flux migratoires, ça c'est vrai. Mais en même temps, et moi, c'est ce qui m'intéresse du commentaire de la Suisse à la situation en France, c'est en même temps ce débat sur comment on vit ensemble. Quelle communauté, sur la communauté nationale, sur le fait qui est français, comment on est français, autour de quelles valeurs on vit ensemble. Donc je pense qu'il faut mener les deux débats ensemble. C'est-à-dire que à la fois sur les flux migratoires et en même temps, je veux dire, mais nous on est là, on est tous français. Qui sommes-nous? Autour de quelles valeurs on vit, construire un pays. Voilà. Et donc je dis que pour revenir aux 80 ou aux 30% 29%, voilà de M. Bloch là, finalement, je crois que il y a cette exigence là, quoi, qui est de dire à partir du moment où il y a une sorte d'inquiétude par rapport au fait que il y a une mondialisation, par rapport il y a une inquiétude, voilà, une inquiétude autour de ce que nous sommes, la communauté, à partir de quoi finalement on retrouve un peu le petit village, quoi. Hein. Justement. Et puis il a d'autant plus raison. Et donc, que sur la place publique du village, on discute et on dit que l'agora, pardon, Eric, juste pour rajouter que c'est un peu ce qu'on essaie de faire sous François, mais ça c'est la publicité. C'est la dernière fois que Wallace remplace Dominique Volton parce que j'entends Éric Zemmour dire je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui, d'autant plus que la mondialisation culturelle dont on parlait détruit les spécificités nationales et que du coup les gens se cherchent des solidarités autres, des solidarités ethniques, tribales, communautaires, et que comme on détruit, c'est notre problème en France et c'est sans doute le problème en Suisse, comme on détruit les affiliations nationales, chacun se retrouve avec ses affiliations ethniques, c'est ce que dit clanique, ethnique, religieux. Et donc, c'est l'explosion. Vous êtes en train de dire que l'idée de nation disparaissant, elle est remplacée par d'autres types de solidarité. C'est extraordinaire parce que ça commence bien, ça finit par l'apocalypse. Voilà, pas nécessairement. Moi, j'ai envie de poser. C'est ce qu'on voit tous les jours en France. Eric, on a bien compris. Nadir Djenad, je voulais dire un mot. Je suis stupéfait de voir de la manière dont on parle encore une fois de l'immigration et des immigrés, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des conséquences en fait de l'arrivée des immigrés sur les pays comme par exemple la France ou la Suisse, mais on parle très peu des immigrés eux-mêmes qui ont dû fuir leur pays pour des raisons difficiles, économiques, qui ont fui certains régimes, qui ont fui pour des raisons économiques, et c'est vrai qu'on se focalise souvent sur ce que les immigrés font en France, alors qu'on ne parle pas beaucoup justement des immigrés et de leurs difficultés et pourquoi ils sont venus justement en Europe. Mais l'histoire se fait avec des dégâts humains, c'est vrai. Eric, Francis Laloupo. Je veux quand même, avant de terminer sur la Suisse et de passer à la suite, je voudrais quand même vous faire remarquer qu'il y a au moins un petit espoir. C'est que parmi les élus aux députés au Parlement suisse, puisque c'était des élections pour le Parlement, il y a un socialiste qui s'appelle Ricardo Lumengo, qui est le premier député noir, puisqu'il vient d'Angola, élu au Parlement suisse, c'est le canton de Berne. Donc on voit bien que ce que disait Wallace Cotra tout à l'heure, quand il disait qu'il faudra bien apprendre à vivre ensemble et que finalement il y a des avancées et des reculs selon les moments, ça s'exprime clairement dans les élections. Ça prouve bien la contradiction. Oui, mais c'est pas des avancées et des reculs, ça veut dire que les gens font les deux en même temps. Ils accueillent des gens et en même temps ils ne supportent pas les conséquences de ce bouleversement de la mondialisation au sens large.
Francis, vous voulez dire un Non, mot? j'allais juste vous proposer, Jean-Marc, est-ce qu'on peut finir sur la question de savoir si le modèle suisse existe ou non? Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose justement, je connais le couteau suisse, lendemain le des modèle suisse, élections, pas, non? c'est qu'on dit par exemple que le modèle suisse est menacé, mis en danger. Est-ce que ce modèle existe? Moi, je n'ai pas de réponse, mais j'aimerais bien savoir si... Oh bah, je crois que... Le modèle financier, c'est sûr. Le modèle financier... le modèle politique au sens où il n'y a pas de vie politique. Voilà. C'est-à-dire que c'est un régime de la consensus. Moi, non, mais c'est intéressant. Oui, c'est le régime du consensus et on verra dans quelques mois si l'arrivée de Christophe Blocher, justement, ne remet pas en cause le consensus. C'est ce que je voulais en venir. Puisque depuis plusieurs années, la Suisse est dirigée par un certain nombre de conseillers. Va digérer Blocher, ou est-ce que Blocher va détruire bouleverser le consensus suisse. ce consensus? On aura l'occasion d'y revenir. C'est une discussion qu'on aura, puisque de toute façon, la décision ne sera pas connue avant décembre. Alors, Nadir Djenad, on finit, parce qu'on a déjà 5 minutes de retard. Juste une chose pour revenir sur la Suisse, je suis quand même inquiet, je le répète, des scores que réalisent certains partis, donc comme l'UDC en Suisse. Il y a donc une montée donc des partis d'extrême droite européens. D'ailleurs, ils ont réussi même à en parler avec la Belgique. Hein. Ils ont créé un groupe européen, un groupe qui existe depuis janvier dernier, Identité, Tradition et Souveraineté, un groupe présidé par quelqu'un qu'on connaît bien ici, Bruno Gollnisch. Donc c'est un groupe qui fédère la plupart des mouvements européens, donc ultranationalistes et violemment anti-immigrés et violemment anti aussi Union européenne. Alors on ne finira pas le débat bien sûr aujourd'hui, pas plus sur la Suisse que sur la France. On va aller pour notre dernière rubrique, parler un petit peu de ce qui se passe au Darfour. Vous savez qu'il y a quelques jours, notre secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, s'est rendu au Darfour. On peut dire que son attitude était rien moins que diplomatique. Est-ce que c'est sa jeunesse ou est-ce que c'est une volonté délibérée? On peut pas dire qu'elle ait mis à l'aise les autorités soudanaises, mais après tout, il n'y a peut-être pas vraiment de raison de les mettre à l'aise. Mais est-ce que c'est la bonne méthode, Francis Taloupo, pour obtenir quelque chose au Darfour vis-à-vis du Soudan? Est-ce que la méthode de Ramayad est une bonne méthode? C'est ça votre question. Voilà une très bonne question. Je ne sais pas si c'est une méthode déjà. Je pense qu'il y a une sorte d'apprentissage, un peu, il y a une démarche un peu stagiaire comme ça de la part de notre secrétaire aux droits de l'homme, notre secrétaire d'État aux droits de l'homme. Vous êtes très dur. Non, je dis ça avec une certaine affection d'ailleurs. Mais c'est une réalité. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Elle dit j'apprends le métier. Et vivement qu'elle apprenne vite parce que le mandat dure 5 ans, donc on ne pourrait pas effectivement souffrir un stage trop longtemps. Alors, message transmis avec timbre. Je pense accusé de réception. Mais l'important, je pense, c'était de s'y rendre, de poser ce geste qui est, au fond, qui ne peut être qu'un geste symbolique. Parce que être secrétaire d'État aux droits de l'homme en France ne signifie pas s'occuper des droits de l'homme à l'échelle mondiale. De la planète, parce que les questions sont complexes, spécifiques. Et peut-être qu'on pourrait balayer devant notre porte déjà. Voilà. Et que donc, il y a un discours, je pense, qui doit relever du symbole et non pas, je dirais, de l'injonction ou du contrôle de la part de la France vis-à-vis de l'étranger. Je pense que c'est également cela qu'il faut que le secrétariat d'État aux droits de l'homme intègre. Sinon, plutôt l'inexpérience qui s'est exprimée là. Je pense qu'il y a une expérience qu'elle revendique d'ailleurs, Ramayad, dans ce qui explique d'ailleurs cette forme un peu juvénile de l'indignation qu'on observe chez elle souvent en diverses circonstances. Éric Zemmour avait un petit sourire ironique. Je trouve qu'il a très bien parlé. Non, mais vous êtes d'accord avec tout le monde, Éric Zemmour? On vous a fait une petite avant de venir sur le plateau ou quoi? Faudrait savoir, tout à l'heure... Non, mais j'écoute. Tout à l'heure, on me disait que, justement, c'était, ce que je disais était pas bien. Donc voilà, donc maintenant, là, pour une fois que je suis d'accord, là, évidemment, j'ai pas le droit d'être d'accord non plus. Non, alors, plus sérieusement. Est-ce que c'est une bonne méthode? Hormis le côté inexpérience, est-ce qu'on peut tirer quelque chose? Si ça pas tort, il y a le mélange d'une inexpérience et d'un tempérament impétueux. Et les deux réunis, pour ne pas dire plus, les deux réunis, ça donne ça. Ça donne effectivement une certaine quelque chose assez lamentable. Bon, maintenant, de toute façon, au-delà du jugement, qu'est-ce qu'on peut obtenir au-delà du jugement personnel. Moi, je vais encore vous choquer, mais vous savez, je suis assez hostile à la politique droit de l'homiste et au droit d'ingérence, etc. Je pense que c'est du néocolonialisme. Je pense que ce qu'on appelle droit d'ingérence, c'est tout simplement c'est une... Il y a bien longtemps que le ministre des Affaires étrangères, Van Arkushtan, n'a pas prononcé l'expression. Bah oui, mais parce que évidemment, il est au Quai d'Orsay maintenant. Donc ça, voilà ce que je pense profondément que nous ne pouvons rien faire, sauf envoyer des troupes au Darfour pour séparer les combattants. C'est bien ce qui se pose. Ce que nous ne ferons pas. Parce que nous ne le ferons pas tout seuls et que manifestement les autres ne veulent pas le faire et que moi, de toute façon, en plus, je serai hostile.
raison que je viens de dire. Maintenant, le Darfour, on va reprendre la même discussion, ça pose un problème qui dépasse bien Ramayad. J'ai entendu hier un rapport, et là c'est pas moi, donc Volton pourra pas dire que c'est mon obsession, de l'ONU qui dit le Darfour c'est un conflit magistral de le problème écologique. Sécheresse, manque d'eau, etc. et démographique, puisque on y revient. Bon, une seconde. Écologique aussi. C'est pour conclure la conversation. Il nous reste 2 minutes 30. Le Darfour est très emblématique de ce qu'on vit. Très vite, pour dire qu'on attendait beaucoup de cette visite, quand même. Mais après la visite de Kouchner et après la conférence sur le Darfour, si un ministre français se déplace au Darfour, c'est pour quelque chose. Or là, on n'a pas bien compris pourquoi il allait. Et en plus, un peu, comment on l'avait entendu dans les médias, qu'il y avait cette volonté d'ouvrir une représentation diplomatique. Oui, un consulat au Darfour. Pas au Soudan, au Darfour, a dit Bernard Kouchner. À ce moment-là, il fallait le faire. Mais là, on ne sait pas trop pourquoi. En plus, c'est toujours la même contradiction entre l'humanitarisme et le respect des États. Attendez, Nadir Djenad veut dire un mot. Je suis d'accord sur ce qui a été dit. On l'a déjà évoqué sur ce plateau. C'est vrai que la crise du Darfour est multiforme. Moi, je dirais qu'il faut faire quand même confiance. Je sais qu'Éric Zemmour n'aime pas trop ce mot-là, donc à la communauté internationale. Il va y avoir donc l'envoi de troupes de l'ONU et de l'Union africaine sur place. Oui, mais sauf que ça fait un peu de temps. Quand on dit on attend, ce sont les populations là-bas qui attendent. Et dans quelles conditions? Alors, justement, je voudrais qu'on finisse par un mot. Bon, je fais d'abord toutes mes excuses à Éric Zemmour et aux autres, parce qu'on devait parler du rugby, mais bon, on n'en a pas parlé. On trouvera bien l'occasion de parler du sport et des problèmes de migration. Mais avant, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qui s'est passé toujours à propos du Darfour. C'est quand même invraisemblable. Des familles françaises qui ont versé des millions d'euros dans l'espoir d'adopter un enfant qui vient du Darfour. Une organisation non gouvernementale, l'Arche de Zoé, qui est hors la loi, des enfants qui sont devenus des otages et des enjeux. Alors, c'est un scandale incroyable, mais est-ce que c'est pas une conséquence, certes odieuse, mais hélas, logique de la situation de cette région, Wallace Cottera? Je trouve que c'est un peu catastrophique pour la France, quoi, pour nous. On vient d'en parler. Notre ministre revient du Darfour et on s'aperçoit que finalement il y a un problème très très grave sur les enfants, quoi, qui elle-même a utilisé le terme de vol d'enfants. Oui. Et nous, on donne des leçons à tout le monde. Je trouve que c'est un peu catastrophique. Ça pose la question des ONG, etc. Bon, beaucoup de questions, mais du contrôle sur les disons que le commentaire, c'est un peu pitoyable. C'est un peu pitoyable. Nous assistons à de nombreux trafics d'enfants. Nadir Djenad qui terminera. On a appris que certaines familles de France et de Belgique ont payé entre 2800 et 6000 euros pour recevoir un enfant. Donc c'est vrai que on en restera sur ce constat absolument odieux. J'espère que vous nous serez fidèles. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Au revoir.